Il y a un an, j'ai décidé d'aller voir un médium, sans lui dire que j'étais médium, quelqu'un qui est en Savoie, et je lui ai tendu la photo de mon père. Je me suis dit, on va bien voir. Alors, c'était une médium en écriture automatique. Je me dis, on va bien voir. Qu'est-ce qu'il va me dire, mon père? Parce que moi, je peux l'entendre, si je veux. Pour l'instant, on a un désaccord là-dessus, lui et moi. Mais je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui ne connaît pas. Je lui donne même pas mon nom. Je donne mon nom de Paxé, parce que je ne suis pas mariée. Comme ça, elle ne peut même pas faire des recherches sur Internet. Comme ça, relire la conférence de l'année passée sur la source de l'espérance. Elle ne saura rien. Et la première chose que mon père m'a dit, alors il était très content de me voir dans l'écriture, et il dit, mais quand c'est que tu vas arrêter et que tu vas respecter ma décision? Je dis, mais culotté, lui. Elle me dit, mais dites-moi si vous avez des questions, soyez interactifs. Je dis, oh, ben, on va être interactif. Ouais. Je dis, il en pense quoi, lui, de s'immoler comme ça, de me laisser? Ah, mais c'est son choix. Il me répond clairement, tu n'as pas, ça ne te regarde pas. Oh, j'ai pris une claque, hein. Bah, comme si j'avais été une petite fille. Et ouais, il avait décidé, lui. Et j'avais rien à dire. Il m'a expliqué aussi que c'était sa souffrance et que j'avais pas à la porter pour lui. Ça, on en parlera après. Déresponsabilisez-vous, je vous en prie. Vous êtes responsable de rien. Ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni le conjoint, ni le patron. Personne, personne, personne. Portez-vous un peu de douceur et de bienveillance. Un point important, ôtez les mauvaises pensées de votre tête. Je vous disais, la pensée, on en parlait encore à midi, elle a un pouvoir très très fort. Donc vraiment, au maximum, dès qu'il y a une pensée négative, hop, on repense à Valérie, ses petits noms d'oiseaux, et hop, on se dit non, on n'y pense plus. Parce que la pensée, elle n'est pas bonne et ça ne va pas nous aider en plus. Surtout pas. Enfin, n'oubliez pas que cette personne, elle vous a aimé bien avant qu'elle ne souffre. Autant pour quitter la vie. On a tendance à oublier ça. Moi, pendant des années, je disais, je voyais qu'une chose, c'était l'acte, le suicide, le départ, cette façon-là de partir. Je voyais que ça. J'avais oublié que mon père, il m'avait aimé, il m'avait désiré, il m'avait emmené jouer au parc. J'avais complètement occulté ça. Alors peut-être que ça vous parle pas. Peut-être que pour d'autres, oui. Mais perdez pas de vue que la personne, avant qu'elle ne souffre, elle vous a aimé. L'amour, c'est important. Et c'est important de ne pas l'oublier. Donc attention aux suppositions avec notre chair mentale et nos pensées qui nous font aller dans des endroits, je dirais, qui ne sont pas très bons pour le moral et pour le positif. Et puis surtout, ça nous rend dans des états dépressifs. C'est pas aidant. Alors on passe à l'autre partie. Nos chers disparus. Ouh, pardon, ça doit faire mal aux oreilles, ça, non, pour vous? Je bois un petit coup. Je vais faire un passage sur les fausses idées. Parce qu'on parle tellement peu de suicide qu'il y a des choses, moi j'entends, ça me fait hérisser le poil encore. Alors on va recommencer par tout en haut. Les personnes qui parlent de leur intention de se suicider ne le font que pour attirer l'attention. C'est une fausse idée. Les personnes qui en parlent, il faut les prendre très au sérieux, ces personnes-là. Enfin, ces menaces, parce que on parle des menaces de ces personnes. Ça veut dire qu'elles sont en grande souffrance. Donc s'il y a souffrance, il faut faire très très attention. Hein, elles peuvent procéder à l'acte. Il ne faut pas perdre de plus non plus que les personnes qui pensent au suicide souffrent souvent et elles peuvent être en crise. Donc attention. Une crise suicidaire n'indique pas nécessairement que la personne a une maladie mentale. Je le dis aussi. Toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement avec une maladie mentale vont se suicider. C'est un risque, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elles le font. Vous savez combien, et je recommence avec mes chiffres, alors que j'avais dit que j'en donnerais pas trop, combien de personnes qui ont un trouble mental se suicident? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
tu n'avais plus envie d'imaginer. Un tiers, pas plus, ouais. Elles sont 40%. 40%. Ah, on dirait la majorité. Ben non, les 60%. Qu'est-ce qu'elles ont alors? On prend un camembert, 40%, on en enlève, et les autres? Elles ont quoi? Ensuite, alors, quand quelqu'un veut mourir, il ne se rate pas. Bah ça, c'est pas vrai non plus. Toute tentative, elle doit être considérée comme un acte grave. Il n'y a pas de lien systématique entre l'intention, la détermination, le moyen utilisé. Il y a de nombreuses personnes qui vont répéter leur tentative. D'accord? On répète, on répète, on répète, on répète, on répète les choses. Votre super président, ce que je dis vraiment super, m'a fait remarquer que les gens qui vivent une EMI, c'est bon, tout le monde connaît l'EMI, lors d'une tentative de suicide, tentative récidiviste, 0. Ils ne vont pas recommencer. Alors ça, on va faire un petit voyage là-haut, puis ils se disent peut-être que faut peut-être redescendre et changer leur façon de penser, de voir les choses. Quand quelqu'un veut mourir, non, celui-là je l'ai dit, le suicide est un choix personnel. On n'a pas à intervenir. Ça aussi, c'est une idée fausse, je viens de vous l'expliquer. Parler du suicide peut inciter les personnes à passer à l'acte. Bon, rassurez-moi, j'espère que personne, en sortant d'ici, va faire un départ volontaire. Non, bien au contraire. Sachez qu'il y a même dans des pays du Nord, là, en Europe, ils ont fait des campagnes, parce qu'ils avaient le plus haut taux de suicide en Europe. Et depuis, ils ont fait des campagnes, des préventions. Alors, ils ont mis tout un système en place. Depuis, le taux a chuté du taux de suicide. Les personnes se suicident moins. Donc, parler ne tue pas. Enfin, parler de la mort ne tue pas. Le suicide est héréditaire. C'est une grande fausse idée. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'on entend. Hein. Le suicide, c'est héréditaire. C'est les tabous et les non-dits qui fait que on croit ça, en fait. Je vais vous prendre un autre exemple qui est parlant. Moi, je conseille aux gens de dire s'il y a eu un suicide ou pas dans la famille. Parce que ça évite qu'il y ait justement une répétition. On le voit quand on s'intéresse un peu aux choses. Je vais prendre l'exemple des femmes qui subissent des attouchements ou des viols, puis on remarque que c'est d'une génération à l'autre. Et puis on a tendance, on va dire depuis un certain temps, il y a quelques années, parce qu'on s'intéresse à tout ça, transgénérationnel, psychogénéalogie, à commencer à dire ces choses-là, pour éviter que nos enfants vivent la même chose, ou nos petits-enfants vivent la même chose. Et du coup, on voit les choses qui ne se reproduisent pas. C'est pareil pour le suicide, il faut en parler. Non, on n'en parle pas assez. Moi, vous savez, quand j'ai choisi ce thème, je me suis dit, bon, tu sais, mais dans quoi tu t'es aventuré et comment je vais faire? Tu vas faire ta maline devant des gens, mais le jour où ton fils il va te demander comment papy Bernard il est parti, eh ben, c'est arrivé il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Il a 5 ans et demi. Et, il parlait de sa mamie Sylvie, et puis ce qu'il demandait comment elle était... oui, parce que voilà, le voisin a eu une tumeur, donc il a une grande cicatrice, on lui expliquait pourquoi, qu'il avait failli mourir. Donc du coup, il s'est intéressé à savoir comment sa mamie était décédée. Donc il lui a expliqué que c'était un cancer à la suite d'un cancer du sein. Et là, il se retourne, qu'il avait bien attendu que son père soit parti. On était bien tout seuls tous les deux. Et il me dit, et papy Bernard, comment il est mort? Et ben je me suis dit, mince, comment je vais lui dire? Il faut bien que je lui dise la vérité. Parce que donner des conférences et puis pas dire la vérité à son fils, ça ne serait pas être aidé. On en reparle après. Il faut prendre les mots. Donc moi, je lui ai expliqué qu'il s'était fait très, 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 très mal. Mais dans sa tête, qu'il ruminait tout le temps, qu'il n'était jamais content, etc. Et que du coup, un jour, il avait décidé, alors je ne lui ai pas dit bien sûr qu'il s'était immolé, hein, mais il avait décidé, lui, d'interrompre sa vie, de plus rester sur Terre. Voilà.
J'ai pas eu d'autres questions. Sachez que les enfants, c'est souvent qu'ils ne posent pas d'autres questions derrière. Ça va cheminer dans la tête. Et il ne faut pas oublier de leur dire, par contre, si tu as d'autres questions, je suis là. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et l'enfant, je m'attends à un moment donné, hein, peut-être en rentrant, à ce qu'il me pose encore des questions. Donc essayez d'être le plus simple et le plus logique possible à leur niveau de vocabulaire. C'est pas facile. Alors, on va tenter de comprendre, j'ai bien tenté. Il faut comprendre une chose, au départ, c'est que la personne qui décide de se suicider, elle cherche à arrêter une souffrance. Elle veut la paix, elle veut l'apaisement. On imagine qu'on a des acouphènes, d'accord? Ces cris-là, ça vous est déjà arrivé d'en avoir dans les oreilles? Ça arrive, puis après ça passe. Ben, imaginez que vous avez tout le temps ça. Et à un moment donné, ça tape sur le système, on veut que ça s'arrête. On va chercher la paix, on s'enferme. Ou les migraines, ceux qui sont migraineux, ils vont se mettre dans le noir. Il faut du calme, il ne faut même pas tirer un verre d'eau parce que sinon la tête repart. C'est vraiment un état de souffrance qui est à 20 sur 20. D'accord? Dans un premier temps, ils vont chercher des explications à l'extérieur. Ils vont chercher qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans leur famille, ils vont chercher, ils vont essayer d'aller voir un psy, ils vont essayer de parler, puis ils vont aussi aller à l'intérieur d'eux-mêmes, à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Il y a peut-être eu un abus, il y a peut-être eu un viol, il y a peut-être eu qu'est-ce qui a été dans ma vie, j'ai été frappée par mes parents, je ne sais pas, tout un tas de choses, ou le voisin, ou ils vont chercher. Qu'est-ce qui a pu causer cette souffrance? Qu'est-ce qui la cause pour essayer de l'arrêter? Et ils vont émettre l'hypothèse de se suicider. Ah tiens, si ça s'arrêtait, ce serait peut-être bien la solution. De toute façon, vu que je ne trouve pas. Et ils vont commencer à être omnibulés par leur propre souffrance. Ils vont parler que de leurs problèmes. Ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui passent à l'acte sans en avoir parlé au préalable. Mais il y a des pistes. C'est là où le pouvoir de la pensée il est important. On s'en rend compte, d'accord? Tout est dans la tête. Donc, si vous êtes isolé, si vous traversez un moment dur, moi je vous conseille absolument d'en parler avec quelqu'un, de ne pas rester tout seul. Parce que sinon, ça va s'enclencher. Extérieur, intérieur, et la pensée va devenir une hypothèse de solution, le suicide. Et au fil du temps, plus ça va obnubiler les pensées, et ben ça va se transformer en une pensée automatique. Et ça va se répéter en boucle. C'est la solution, c'est la solution, c'est la solution. En gros, pour schématiser, l'arrêt de la souffrance, c'est le suicide, c'est la solution, et j'aurai la paix. Moi, je dis souvent qu'ils sont seuls dans ce monde-là. Les autres n'existent plus. Grâce au témoignage de ma mère, ce qu'on a beaucoup parlé, elle et moi, lors d'une grosse TS de mon père, elle lui a demandé, il avait un moment de lucidité, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à cette solution-là » Ben, il a expliqué qu'il n'y avait plus que ça. Il dit « C'est comme s'il y avait… Ah, d'ailleurs, il avait pris cette image, tiens. Je n'avais pas fait le lien. C'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce, il fait noir, il dit, et il y a le feu, et vous êtes mal, et il dit, il y a un endroit, il y a le bloc de secours, hein, il est là-haut, le bloc de secours, et il dit, c'est ça la solution. Et bien il dit, sauf qu'en dessous, la porte, c'est marqué que c'est un départ volontaire. Obnubilé, il dit, il disait, on ne pensait plus qu'à ça, et les autres n'existaient plus. Ça va ? On les voit. Certains préparent leur départ. Bizarrement, tous les papiers du notaire ont été faits. Généralement, quand on demande à la date du notaire, 1 mois, 2 mois, voire 3 mois avant. L'ordre dans les papiers, l'ordre dans le lieu de vie. Alors ça, on rentre, oh, t'as fait le ménage? Oui, oui, puis ils sont assez contents d'eux. Puis nous, on se dit, bah c'est chouette. Hein, ils donnent une nouvelle vie à leur lieu, c'est que ça doit mieux aller, un bon coup de balai, une bonne énergie. Moi, je me souviens qu'avant le départ de mon père, il y avait son filleul, il faisait ses 30 ans. Il était souriant, gai, j'avais jamais vu mon père comme ça. Je me suis dit, ouais, ça y est, c'est génial. Enfin, son psy, il est tombé sur un bon psy. Je suis désolée s'il y a des psys dans la salle. Ouais, il l'a sauvé, il l'a sorti d'affaires, c'est génial. Il a dansé, chanté, alors qu'avant, il bougonnait dans son coin et il n'était jamais content. Ils prennent même parfois des nouvelles par téléphone, on ne s'y attend pas. Où ils ne parlent même plus de leurs problèmes. Non, non, tout va très bien, ça y est, j'ai repris la pêche. Et on se dit, mais c'est bon. C'est là où on devient moins attentif, on se dit, c'est bon.
On n'appelle plus toutes les 5 minutes pour demander comment ça va parce qu'on est inquiet. Et puis certains, il n'y aura pas de préparatif. Ça va être instinctif. Je pense notamment, t'en connais sûrement, qui ont fait ça, qui ont retourné les personnes qui ont des armes de service, les militaires, les policiers, les gendarmes, qui ont cette possibilité-là et se retournent l'arme contre eux. Là, c'est la porte, vous savez, l'issue de secours, le bloc. Il y est tout de suite. Certains aussi, parce qu'ils voient qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre en danger. J'ai malheureusement un exemple qui s'est déroulé en janvier, un jeune. Il est venu me voir et j'ai soupçonné une schizophrénie. Alors après, moi, je suis pas psy. Il avait 18 ans, m'a demandé le secret professionnel. C'était pas évident. Pour autant, j'ai quand même appelé sa maman. J'avais le numéro. Je l'ai prévenue. Je lui ai demandé qu'elle se rapproche au plus vite avec lui de professionnels et de personnes compétentes. Mis bout à bout, on s'est rencontrés et en effet, il y avait de grandes chances qu'on aille sur ce type de maladie. Donc quelques jours plus tard, il est rentré en crise à nouveau. Donc là, conseil, parce qu'elle n'arrivait pas à le faire aller aux urgences, bien sûr. Là, ce matin-là, il se lève, il est en crise, donc elle appelle une ambulance pour que quelqu'un puisse venir le chercher. Il fallait faire un internement de force, vu que la personne est majeure. Et elle a demandé le soutien de la gendarmerie. Je ne sais pas si tu as déjà eu des cas comme ça. Donc les gendarmes étaient là et ils disaient en fait, ce jeune, qu'il allait tuer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'elle avait appelé la gendarmerie et elle demandait l'internement forcé, qu'il allait tuer tout le monde dans la maison. Et il n'était plus lui-même. Et à 2 reprises, il a tenté de sauter par la fenêtre. Et à un moment donné, l'ambulance est arrivée, tout le monde s'est retourné, a entendu les bruits de la sonnette, c'est pas la sonnette, de la sirène, merci, de l'ambulance. Malheureusement, il en a profité et il a sauté. On en a reparlé avec sa maman, on pense qu'il a eu un moment, ce que j'appelle des lucarnes de lucidité. Et je pense qu'il a dû se dire, mais c'est eux ou moi, quoi. Donc il a peut-être préféré sauter la vie pour ne pas tuer les autres à un moment donné. Ça, c'est des pistes, mais ça ne veut rien dire et tout dire. Dépression, troubles psychiques, mentaux, stress, angoisse, des tendances impulsives ou agressives, l'alcool, les troubles d'abus de substances. Ça, je veux en parler parce que justement, ce jeune, on pense qu'il a fait une décompensation à la suite d'une prise de drogue. C'est souvent que ça arrive maintenant. Et ça aurait déclenché cette potentielle schizophrénie. Quand il y a des maladies physiques majeures, quand il y a des histoires de trauma, d'abus. Alors vous imaginez si vous associez déjà les 4 premiers, en effet, la personne, elle est en souffrance. On ne peut pas dire autrement. Vous ne souffrirez pas, vous, à sa place. Les histoires de suicide dans la famille, où je vous disais, c'est important de soulever les non-dits, les choses cachées. Le manque de soutien social, les sentiments d'isolement. On peut aussi avoir quelqu'un, d'une fois qu'il a perdu son travail, où il s'était consacré dessus et il a tout perdu. Un divorce aussi peut déclencher une TS. Bref, une faible estime de soi. Et les accès faciles à des moyens mortels, comme je vous disais. On parlait tout à l'heure des personnes qui ont des armes dans leur métier, mais je pense aussi aux infirmières. Voilà. Qui ont des moyens aussi faciles de... Tout ça, ce sont des déclencheurs exclusivement. Ça veut pas dire qu'ils vont, c'est pas la cause. Il n'y a aucune cause. C'est juste des pistes. Voilà, des choses. Ça veut pas dire, je vous dis n'importe quoi, je me suis fait violer, mon père s'est suicidé, et j'ai une faible estime de moi, que demain, j'ai de grandes chances d'aller faire un départ volontaire. D'accord ? Oui.
il se dit des choses comme ça, notamment dans les cas de schizophrénie. C'est ce qui m'a été relaté, moi. Mais à contrario, dans les cas comme ça aussi, on m'a dit l'inverse, qu'il fallait tuer tout le monde et pas lui. Vous voyez ? Donc on ne sait plus trop où est la limite et la barrière. Alors après, je vais vous demander à tous de partir d'une hypothèse. Est-ce que ça va être possible pour notre scientifique ? J'espère qu'on ne fait que des... Déjà, on va partir sur le principe qu'on est en réincarnation. D'accord ? La prochaine vie. C'est bon pour tout le monde ? À chaque fois qu'on quitte notre corps physique, hein, de l'autre côté, on fait le bilan de notre vie. Et ainsi de suite. On va faire le bilan de toutes nos vies passées. Chaque vie est censée nous apporter un plus, malgré ou à cause des épreuves à traverser. C'est ce qui va déterminer une mission. On est tous d'accord ? Enfin, vous avez le droit de me dire non, mais c'est l'hypothèse que j'ai choisie. On va choisir les parents, on va choisir aussi le lieu, hein, parce que si je nais à Madagascar et si je nais en France, c'est quand même pas la même chose. Une fois les parents choisis, la mission choisie, le lieu, l'évolution qu'on veut, l'âme va s'incarner. Ok ? Il y a forcément des obstacles dans notre vie. Quelqu'un dans sa vie n'a pas eu d'obstacles là ? Hein, c'est bon ? Ok, donc au moins on est tous d'accord là-dessus. Il y aura peut-être des maladies, il y aura peut-être des ruptures, il y aura peut-être des deuils, il y aura peut-être des problèmes financiers, il y aura peut-être des problèmes de je sais pas quoi, mais on va avoir tous notre petit lot ou notre gros lot. Eh bien, il va falloir les assumer pour évoluer. Oui, il ne faut surtout pas abdiquer. Et enfin, la seule chose qu'on nous demande, c'est qu'on a signé un CDI et on n'a pas le droit de le casser, on n'a pas le droit de démissionner. D'accord ? On part de cette hypothèse-là ? Bon. Vous êtes super gentils. Merci. Certains médiums vont dire que l'âme va errer après un départ volontaire jusqu'à l'infini dans un monde qui n'est pas très beau et comme ça pendant la nuit des temps. Je ne suis pas convaincue de cette affirmation-là. Moi, en tout cas. Il y a certaines personnes aussi qui disent que c'est au niveau karmique. Karmique, je rappelle, hein, réincarnation d'une vie sur l'autre, c'est le karma. Il y a des personnes qui disent que si on fait un départ volontaire, c'est parce qu'on a tué quelqu'un d'autre dans une autre vie et que du coup, on se suicide pour aller dans une autre vie et parce qu'on comme ça, on aura la même peine qu'on a infligée à l'autre avant, parce qu'on l'a tué. Voilà. Mais après, chacun a le droit, dans la salle, de penser que notre âme va errer jusqu'à la nuit des temps pour NTS. Il y en a qui ont le droit de penser que c'est karmique et qu'on a tué quelqu'un d'autre et du coup, la personne fait un départ volontaire pour ça. Moi, je n'ai pas dit que j'étais forcément d'accord avec ça. Hein. Mais il faut quand même que je le dise parce que je sais qu'il y a des médiums qui sont convaincus de ça. Un autre médium a dit « La mort ne délivre pas ». Jusque-là. Il faudra revenir expier sa faute et remplacer le temps abrégé. Il ne faut pas lui jeter la pierre car on ne sait pas quelle était sa souffrance. On ne sait pas quelle était la souffrance de l'âme qui a décidé d'un départ volontaire. Pour autant, elle peut avoir une défaillance parce qu'elle a trop présumé de sa mission. Non, mais là je vais être fort, je vais y arriver, c'est de la mission. Puis finalement, arriver en bas, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. On se dit mince. Je vous rappelle aussi qu'ici, on a notre libre arbitre. Hein. On choisit. On fait comme on veut. Ça, les défaillances, moi, je les ai vues chez les personnes que j'ai eues après en médiumité, qui sont parties d'un départ volontaire. Elles ont souvent dit qu'elles avaient... Enfin, souvent, j'ai eu ce cas-là, qu'elles avaient présumé de leur force dans leur mission. Oui. Et que normalement, on devrait avoir plus sur les épaules que ce qu'on peut supporter. Que ce qu'on peut supporter.
Mais parce qu'on a notre libre arbitre ici, on peut décider de dire bah, finalement c'est trop. Vous savez, c'est comme pour devenir un grand champion sportif, il faut traverser un grand nombre d'obstacles et même des choses qui dépassent les possibilités. Sinon, on ne devient pas un grand champion sportif, tout simplement. Et il y a parfois, le moniteur, il y a des choses qui dépassent les lèvres. Faire dépasser les limites. C'est fait exprès. Là-dessus, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les personnes qui ont fait un départ volontaire, certains m'ont confirmé, c'était trop dur. C'est pour la prise de conscience de vos propres limites. Mais il y a un moment... Il y a quelque chose qui vous dépasse. C'est pour qu'on devienne conscient de nos limites. Fait exprès. Je pense aussi, peut-être qu'en effet, avec les guides, quand on décide de telle mission qu'on va prendre, peut-être qu'à un moment donné, bah, ouais, on s'est mis la charge un peu haute. C'est-à-dire que ce n'est pas parfaitement la décision de libre arbitre, à mon avis. C'est de la causalité incontournable. Il est possible que l'entité refuse parce qu'elle n'arrive pas à accepter cette causalité incontournable. Mais elle est d'abord posée. Le guide est là pour dire voilà quelle est la causalité incontournable. Maintenant, tu choisis. Tu peux ou tu peux pas. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que la question du libre arbitre, elle est actuellement, par la science moderne, assez remise en question, il faut bien le dire. Il y avait eu récemment une émission à la télévision faite par des neurobiologistes et qui ont observé que dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe à des milliards de connexions et à certains phénomènes dans le cerveau qui déterminent à la fin du compte un choix chez l'individu. Donc, ce scientifique a affirmé, peut-être un peu trop prématurément, mais il a affirmé que le libre arbitre n'existe pas. Alors là, Oui, on en est là aujourd'hui. on avance. Maintenant, je voudrais dire encore une chose. Tout à l'heure, vous avez exposé clairement la notion de culpabilité. On n'en est plus au temps d'Alan Kardec, il faut bien le dire aussi. Ah bah ça évolue. De faute, de péché, de culpabilité, de responsabilité, tout ça. Vous avez encore certains spirites qui le tiennent. Hein. Ce sont des archétypes profondément Bah, oui, mais vous avez encore certains spirites qui s'en tiennent à la doctrine Kardec à ce niveau-là. Ça n'empêche pas leur efficacité. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais moi je pense que ça évolue aussi. C'est du point de vue mental, de réduction de ce qu'ils peuvent comprendre. Ah, mais... bon, pourquoi pas. Mais pour moi, la notion de culpabilité est rayée du vocabulaire. En tout cas, elle est bien présente dans quelqu'un qui vécu par le vivant. Ce sont les archétypes qui sont compris en nous, ça, tout simplement. Mais bon. Personne, j'ai bien dit et écrit qu'aucun être humain ne peut être devenu ce qu'il est au moment où il est. Oui. Au moment et au lieu où il est. Parce que chaque soi humain est la résultante de toute l'histoire des phénomènes de l'univers. Bon, on peut partir là après pendant encore des heures. Un suicide, c'est pas un libre arbitre. Un suicide, c'est incontournable. La personne ne voit qu'une seule possibilité. Voilà, on est d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle a le choix. S'il y a un intervenant pour empêcher, eh bien, je ne sais pas si c'est tant mieux pour lui, mais c'est parce que ça doit arriver comme ça. Je pense qu'il y a la pensée aussi de l'humain qui rentre en compte. Bien entendu. Il y a l'amour. Ah bah, on va en parler justement. Alors, que deviennent nos défunts ? Le lieu, la famille, l'énergie ne sont pas ceux qui sont prévus normalement. Ils n'arrivent pas forcément dans la lumière. Généralement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, moi, je n'ai pas rencontré un défunt qui m'a dit « Je suis arrivé direct à bon port ». Il peut s'écouler du temps. Pour certains, beaucoup plus que pour d'autres. Il y en a même, j'ai pu voir certains, même si le temps n'existe pas, les comptabiliser de notre côté seulement, voire, on peut dire ça, des années avant que le défunt ne rejoigne ce qu'on appelle la lumière.
Le défunt se rend compte que la paix n'est pas au rendez-vous. Parce que je rappelle, hein, il était en souffrance. Sa solution, c'était d'avoir un départ volontaire pour qu'il trouve la paix et l'apaisement. Et pour le coup, ça ne va pas être le coup. Enfin, ça ne va pas être le cas. La souffrance qui l'avait conduit à se suicider ne s'arrête pas, voire même elle va s'aggraver avec la conséquence de ses actes sur les siens. Donc je remonte, on repart depuis le début, hein, quand ils nous voient dans un état pas possible depuis leur départ, quand on est en colère, quand on se culpabilise, même si la culpabilité n'existe pas pour certains, ils revivent et ils voient ce qui se passe pour nous. Donc, oui. Alors moi, c'est au travers de ce que mon expérience personnelle, voilà. Certains, moi, m'ont dit que voilà, ça faisait un certain temps qu'ils n'étaient pas allés dans la lumière. Après, il y a d'autres médiums qui le disent, qui partagent cet avis-là. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Le sujet est très... Moi, de mon expérience, oui. Je sais que, par exemple, mon père, il n'a pas été dans la lumière pendant un certain nombre d'années. En gros, ils vont vivre les mêmes émotions que nous, on vit. Ils vont bien sûr regretter leurs actes et ils vont en voir la conséquence directe. Il va y avoir un temps où il va y avoir la guérison. Ce que je dis, la guérison, hein, de l'âme. C'est ce que j'appelle, moi, l'hôpital spécifique. C'est souvent ce qu'ils me disent. « Oh, mais on a été à l'hôpital, mais ce n'est pas l'hôpital comme tu as l'habitude d'avoir, Valérie. C'est un hôpital spécifique pour les départs volontaires. » Lorsqu'ils arrivent à atteindre ce lieu qui est plus serein, il va y avoir un changement. J'ai remarqué aussi au travers des médiumnités qui me sont données que ce sont d'anciennes personnes suicidées qui s'occupent de l'accueil des nouveaux arrivants. Parce qu'il y a une espèce de compréhension, de cheminement en tout cas qui est fait. Ils vont bien sûr cheminer avec les guides. Mais chaque cas va être spécial. Chaque cas, chaque personne, pourquoi il va être entendu. Parce que je vous rappelle que là-haut, la première question qu'on nous pose, c'est qu'as-tu fait pour les autres? Donc là, autant vous dire que la réponse, je ne suis pas sûre qu'ils l'ont. Hein. Pour moi, il n'y a pas un seul jugement. Ce n'est pas une personne là-haut qui décide. D'accord? D'après ce qu'on m'a dit. J'ai vu certaines personnes qui sont parties d'un départ volontaire ne pas être tenues responsables de leurs actes. Il y a eu beaucoup plus d'indulgence. D'autres, par contre, où ça a été beaucoup plus dur. Je m'explique brièvement là-dessus. Quelqu'un qui part, comme je vous disais, ce jeune dont je vous parlais tout à l'heure, d'une schizophrénie, on voit bien qu'il y avait un trouble. Je pense que cette personne, là c'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que cette personne va plus être prise en charge et plus rapidement en tout cas, de l'autre côté. L'autre personne qui décide de rejoindre, et ça je le dis, parce que ça j'ai eu la confirmation, de rejoindre, en tout cas aujourd'hui, enfin je veux dire aujourd'hui, peut-être que j'aurai plus d'informations d'ici quelques temps, mais la personne qui a toute sa tête et qui décide d'aller rejoindre quelqu'un qui s'est suicidé ne le rejoindra pas. D'accord? Ça c'est une maman que j'ai reçue, sa fille l'a quittée par un départ volontaire et elle n'arrêtait pas de dire sa fille, maman ne viens pas me rejoindre, tu n'y arriveras pas, maman ne viens pas me rejoindre, tu n'y arriveras pas. Et la mère pensait mettre fin à ses jours. Parce que justement, elle a toute sa tête, alors que ça fait partie de sa souffrance, de sa mission. C'est l'épreuve qu'elle doit vivre dans sa vie de perdre un enfant. C'est dur ce que je dis. Elle ne rejoindra pas sa fille qui est déjà décédée par un suicide. C'est comme si les deux âmes du coup ne se rencontreraient plus. Donc chacun va repartir sur une mission, mais ils ne se rejoindront pas. Elles ne se verront pas. Comme je vous disais juste avant, à 7 heures, voilà l'information que j'avais eue. Après, je pense qu'aucun médium peut non plus détenir la vérité absolue. Comme je vous disais en début de séance, je n'ai pas réponse à tout. Mais moi, en tout cas, c'est un des cas qui m'a été donné. Le suicidé va enfin voir ses erreurs, comprendre, admettre. Lui aussi, il a son chemin d'acceptation à faire. Parce que lui, de toute façon, il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement de l'autre côté s'il veut évoluer.
Je sais pas si vous imaginez, mais rester imaginé dans le noir tout le temps, c'est pas très sympa. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Il faut bien avancer. Il conçoit qu'il va devoir revenir pour revivre les mêmes épreuves. Quelqu'un qui fait un départ volontaire d'une mission qu'il n'a pas menée à terme va revenir pour l'achever. D'accord ? Si quelqu'un part, je dis n'importe quoi, il a 40 ans, alors que normalement, ce contrat fin de vie devait se terminer à 80 ans, il va revenir vivre ses 80 ans, avec la même mission. Donc ça veut dire qu'il va vivre le choix qu'il avait fait d'obstacle en 2 fois plus compensé, et ça va être encore 2 fois plus dur. Il est obligé. S'il veut avancer, il ne passera pas à une autre mission, il ne passera pas à une autre épreuve, il sera obligé de passer par celle-là. Ça ressemble aux entraînements sportifs. Eh bien, je le prendrai, c'est une bonne idée, ça. D'accord ? Donc, autant vous dire, hein, s'il y a des moments où on souffre et qu'on se dit ben, je ne vais pas m'en sortir, et puis qu'on commence à avoir une pensée hypothétique de ça, ben, moi, je vous le déconseille fortement. Hein, parce que sachez que ça va recommencer. Hein. La prochaine vie, la mission va encore se représenter. Donc, il va falloir prier, avoir de l'amour, avoir de la foi, et se remonter les manches. Hein. Et puis, peut-être changer une façon de penser qu'on a. Les IVG? Non? Non, simplement, l'enfant ne vit pas jusqu'aux 9 mois pour naître. Alors, le cas que j'ai eu, de ne pas venir. Ça, j'ai eu 2 cas. Soit il y avait un des parents qui était choisi qui n'était pas prêt, mais qui n'était pas dit. Mais j'ai eu surtout plus le cas où c'est du coup l'âme qui rebroussait chemin en se disant « Ouh, en fait, non, je suis pas prêt, ça me fait déjà peur. » Moi, c'est 2 hypothèses en tout cas que j'ai eues, enfin 2 cas que j'ai eus. Mais après, je vais vous mettre un tampon 100% dessus, non. Je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense aussi que nous faisons partie de la nature, incontestablement. Vous avez tous observé que dans la nature, Ça prend ou ça prend pas. il y a des échecs qui sont dans les plants, les jeunes animaux. Oui, oui. On n'est pas exclus de ça. Je m'excuse. Dites-moi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chimiquement bien dans la tête. Alors comment vous Ou pas, ou pas. responsable pour cet acte-là? Comment ça, responsable? Mais vous avez dit la personne qui n'a pas fini son contrat, Oui. il va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui l'ont suicidé parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas bien dans la tête? Il va revenir, il n'est pas responsable, oui, mais il va devoir finir sa mission numéro 1 qu'il avait prise dans la vie où il a mis un terme. Il doit revenir vivre sa mission, même si ça a été difficile. Il va prendre le temps, tout le temps nécessaire qu'il faut, voire plus se préparer pour revenir la vivre. Ça va, j'ai été assez claire? Ouais. Je comprends ce que vous voulez me dire. Hein. C'est dommage, hein, il pourrait choisir quelque chose de plus simple. Hein. Non, là-bas, j'y vais pas. Mais non, malheureusement, apparemment, on revient et on doit terminer ce qu'on a commencé. En gros, on ne doit pas se défiler. Voilà. Il y a un cas que j'ai lu, alors je ne sais plus quel médium disait ça, mais il y a... Ah si, c'est Michael Newton, qui disait qu'en fait, une âme avait fait 4 départs volontaires sur 4 vies, hein, parce qu'à chaque fois, il n'y arrivait pas. Il avait vécu 4 départs volontaires, parce qu'il n'arrivait toujours pas à passer cet état de souffrance. Pour évoluer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
où ils n'en ont pas conscience. Mm. Et je ne vais pas avoir la réponse. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque cas est vraiment pris à part. Il n'y a pas de « quand ça se passe comme ça, c'est comme ça. Quand ça se passe comme ça, c'est comme ça. » Il ne faut pas oublier que quand on arrive de l'autre côté, on nous demande ce qu'on a fait pour autrui, mais il y a tout un retour sur notre vie. Là où on a été peut-être dans le déni ou pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour évoluer suivant la mission qu'on avait. Donc vraiment, quand il y a un départ volontaire, c'est vraiment pris au cas par cas. Mais moi, je vois plus souvent, si vous voulez, des âmes qui sont aidées de l'autre côté, parce qu'on a tellement entendu que les âmes étaient laissées dans un coin et qu'on les laissait abandonner. Je les vois plus revenir dans la lumière, moi, au bout d'un certain temps, que errer jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Oui, il apportera cette précision que le temps n'est pas le même qu'ici-bas. Oui, oui, on est bien d'accord. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont en train de souffrir éternellement. Non. Il y a un défunt, il ne s'est même pas aperçu qu'il s'était passé 50 ans. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas la notion de 50 ans. Alors c'est bien souvent le cas, donc j'en reviens avec mon cher papa suicidé, où j'étais allée voir la médium, qui elle m'a dit, votre père il s'occupe de... Voilà, particulièrement des âmes errantes, donc qui sont sur des départs volontaires. C'est ce que je vous disais, la notion que j'avais eue des hôpitaux spécifiques pour les départs volontaires, où en fait, il semblerait qu'ils soient accueillis par d'autres départs volontaires qui ont cheminé, ne veulent pas revenir sur leur mission, mais veulent aider en attendant d'autres personnes pour se préparer à repartir. Il y a une règle de pédagogie qui dit que pour devenir un excellent enseignant, il faut enseigner. C'est tout à fait vrai. Alors, on va continuer. Ils vont avoir donc le temps du pardon, semble-t-il. Certains suicidés vont même demander à leurs proches, ça je le vois en médiumité, de faire sortir la colère. J'ai une dame un jour qui est venue me voir, son mari s'était pendu. Et elle n'avait jamais exprimé sa colère contre lui. Jamais. Et il lui avait demandé de lui écrire une lettre pleine de noms d'oiseaux sur sa tombe. Et bien, elle a eu un soulagement. C'était sorti. Elle avait pu commencer à lui pardonner. Les pardonner, c'est aussi les faire évoluer. Si vous vous pardonnez aussi, eux, ça leur permet d'évoluer. Ne pas porter les souffrances du passé. Comme je vous disais, moi j'ai eu la fessée par mon papa il y a 1 an en me disant « mais t'as pas apporté mes souffrances. C'est pas ton héritage, c'est le mien. Donc c'est pas pour ça que t'es venu. » Ça, je vous l'ai dit, ne pas suicider pour les rejoindre, ça ne marche pas. C'est quelque chose que j'ai eu. Et souvent, ils nous demandent de vivre dans la joie. Souvent, parce qu'eux, ils ont tellement eu de la douleur, de la souffrance, et qu'ils n'arrivent pas à retrouver cette paix derrière. Ils nous demandent à nous de vivre dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La prière, elle va être efficace, parce qu'elle va apporter de l'apaisement. Vous allez demander du soutien alors aux esprits supérieurs, aux esprits de la famille, aux gens qui sont déjà disparus, à vos guides, à leurs guides, mais vous priez pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre à l'âme qui est partie d'un départ volontaire vraiment une force qui est très très puissante. Continuez de l'aimer. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de l'aimer. Vous vous rappelez les contradictions. L'amour, ça peut vraiment aider la personne à aller dans la lumière. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Après... vous peut-être pas, c'est votre choix, je le respecte, mais ça, ces 2 points, ils sont super importants. Alors vous allez me dire, ouais, mais la prière, moi je sais pas prier. Il suffit pas d'avoir une prière, de la répéter 40 fois et de dire toujours la même, c'est la prière du cœur. C'est celle des mots qui compte. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle peut être courte et puis elle peut changer, elle peut se faire n'importe où, il n'y a pas besoin d'aller dans un temple. Après, si vous avez envie de vous recueillir à un endroit, vous pouvez le faire. Mais là-dessus, elle peut être faite à tout moment, en sortant d'ici, même maintenant. Si vous avez du mal avec mon histoire de lumière, parce que peut-être qu'il y a des gens, ça ne leur parle pas la lumière, juste pour la pensée du défunt, pour lui montrer le chemin. Enfin, dirigez des bonnes pensées pour lui et pour vous. Ce n'est pas que pour lui. Ne souhaitez pas que pour lui qu'il aille vers la lumière. Dites-vous aussi que ça va être bon pour vous, que vous, ensemble, vous allez pouvoir cheminer dans un deuil plus sain.
cesser les flux des mauvais souvenirs du suicide, ça les retient. Moi, je l'ai trop longtemps fait personnellement, hein, de ressasser des mauvaises choses. C'est pas bon. Ça les aide pas non plus. Essayez d'instaurer un climat de confiance entre le suicidé et la famille par le dialogue, la compréhension de la situation. C'est ça qui est peut-être difficile des fois à accepter, de comprendre. Et je répète encore et toujours, pardonner, se pardonner. Rappelez-vous bien, vos pensées, elles sont très très importantes. Et lorsque c'est vraiment difficile, entamez, au niveau... parce que ça, je pense que certains, on peut tous arriver à faire au moins quelque chose dans la liste, là. On est d'accord ? Et si vraiment c'est trop difficile, restez pas comme ça. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Parce qu'après, ça se transforme en deuil pathologique. Et là, c'est beaucoup plus difficile à remonter la pente. Oui, il faut un guide. Il faut trouver un guide humain. Quelqu'un, voilà. C'est pas forcément un guide. Ça peut être les associations. Ça peut être... donc, heureusement qu'elles existent et qu'elles sont là. Ça va au niveau de timing ? Ouais, c'est bon. Numéro 6. Instaurer un climat de confiance entre le suicidé et la famille par le dialogue. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris mon père. Je ne lui ai pas fait confiance. Moi, j'ai découvert ma médiumnité bien après son décès, mais longtemps après, d'accord ? Vous allez me dire, vous avez de la chance, vous pouvez avoir votre papa quand vous voulez. Il y a des gens qui pourraient penser ça dans la salle. Hein. Moi, je peux parler tous les jours à mon père si je veux. Bah non. Moi, au début, je ne voulais pas. Je ne faisais pas confiance. Je n'étais pas sûre que c'était lui. Je n'avais pas envie de sentir sa présence. Parce que personnellement, je n'avais pas fait mon deuil encore. Aujourd'hui, je lui fais confiance. Aujourd'hui, j'accepte qu'il soit là. J'essaie de l'écouter s'il veut me parler. C'est ça la confiance entre la personne qui a disparu, c'est d'accepter qu'il soit à nos côtés, bien qu'il nous ait laissés. Mais qu'aujourd'hui, bien qu'il soit parti d'un départ volontaire, on accepte quand même qu'il soit là. Il y a deux choses. Alors, qu'on rêve de la personne décédée ou pas, on a bien sûr notre cerveau qui fonctionne. Et il y a la deuxième piste qui peut être le défunt, comme même un défunt qui part d'une maladie ou d'un accident et qui se présente à vous. C'est parce que peut-être que vous n'avez pas envie de le ressentir. Ça, je le vois même si ce n'est pas un départ volontaire. C'est vous qui ne pouvez pas la franchir ou c'est lui ? C'est vous. C'est normal. Parce que peut-être que vous faites peut-être plus confiance. Moi, mon père, pendant un moment, je ne lui ai pas fait confiance. Même après, là en médiumnité, je me disais, attends, tu vas pas me refaire le même coup de ton vivant aussi. Allez-y. Il semblerait. Ah ouais. Moi aussi, je m'étais posé la question au départ. Je dis, c'est pas possible ce truc. En fait, il y a une partie, il y a toujours une partie. Alors, il y en a qui l'expliquent par le guide, il y en a qui expliquent qu'il y a un bout d'âme qui reste encore de l'autre côté. On est bien vivant là, mais il paraît qu'il y a encore un petit bout là-haut. Voilà. Ou après, on peut avoir les informations par les guides. Voilà. Et c'était là. Merci pour votre écoute. Allez-y. Pensée magique.
vous rendez compte les mots qu'ils vous ont donnés? Vous avez entendu les mots? Vous entendez ce qu'elle dit, la dame? Son grand-père s'est suicidé. Il avait 5 ans. Vous aviez 5 ans. Oui, pardon. Je fatigue, faut faire la pause. Pardon. Elle avait 5 ans, le grand-père s'est suicidé et il avait toujours une grosse voix et un balai. Et il a dit, oh bah si je fais encore peur aux enfants, c'est ça? Voilà, vous avez eu peur? Oh, avec sa grosse voix et son grand balai, moi je l'imagine bien. Ça vous a peut-être surpris, peut-être pas eu peur, mais surpris. Voilà. Et là, il a dit, ah bah si maintenant je fais peur aussi aux enfants. Voilà. Et bien des années après, madame a su que son grand-père était suicidé, mais elle le savait déjà, elle. Voilà. Et donc, voilà, elle a découvert en thérapie que des années plus tard, elle avait un fond de culpabilité. Ah oui, être un enfant, c'est peut-être pas bien. Personne. On n'en sait rien du tout, mais de toute façon, personne. Et quelque part, un non-choix, puisque pour eux, il n'y a plus le choix. Mais en effet. Mais l'enfant est bien des souffrances et, avec lesquelles on grandit. Mais peut-être après, je rebondis là-dessus, votre mission, c'était de comprendre ce qu'était la culpabilité. Et que ça fasse partie de votre choix d'âme. Et que du coup, vous ayez eu ce grand-père-là. Et que peut-être, pour comprendre ce qu'est le pardon, la culpabilité, il fallait passer par cette évolution-là. Mais cette souffrance-là. Ça. Allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Je me suis posé... Ah mais je me suis posé la même question que vous. Ah mais... J'entends les voix, ouais, mais non, mais on peut le dire, oui. Ah bah... Je me suis posé la même question que vous. Donc mon mari, ça fait partie de la première conférence. Donc mon mari est rentré, les musiciens est rentré de tournée. Je lui dis, oh là là, tu rentres, là j'ai un antécédent, je dois être comme mon père, vous voyez, les fausses idées. Un truc qui a dû bugger là-haut. J'entends des voix, il faut que tu me fasses interner. Je lui ai demandé de m'interner, parce que j'entendais des voix. Donc il n'a pas voulu... Elle comprend, ouais. Je parle trop vite, il faut que je parle plus... Ça va, ok. Du coup... Et il n'a pas voulu m'emmener à l'hôpital. Donc moi, j'ai été voir le médecin. Et puis le médecin, je lui ai dit non, mais il doit avoir quelque chose de pas normal. Puis j'ai eu la chance d'avoir un médecin, je ne savais pas qu'il croyait à la survivance de l'âme. Bon, moi, j'ai pas voulu le croire. Je lui ai dit là, même le médecin, il est barré. Je lui ai dit là, il va pas, c'est pas possible. Donc j'ai dit non mais attends, parce qu'on se tutoyait, il m'avait connue toute petite. Je dis Jean-Marc, j'entends des voix, je t'assure, c'est des voix, je dois avoir un truc peut-être comme papa. Il me dit mais si tu veux, va voir un psychiatre. Je lui dis non mais j'ai regardé sur internet, ça se trouve j'ai peut-être une tumeur, j'ai peut-être des hallucinations sonores, ça existe. Et il me dit bah si tu veux, il me dit allez, trou de la sécurité sociale, une IRM. Donc il m'a fait faire les examens, j'ai été fait faire les examens. Et rien du tout. J'ai été voir un psychiatre, on en a parlé. J'ai failli lui demander qu'il me l'écrive sur une ordonnance un jour, que j'étais pas schizophrène. Voilà. Et j'ai encore revérifié il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais c'est des fois on se pose des questions quand on doute. Voilà. Et puis ensuite, voilà, mon mari, il a remarqué que c'était des personnes décédées tout le temps que j'entends. C'est que des personnes décédées. C'est pas des personnes... que j'imagine que par exemple là il y a je sais pas qui c'est que je pourrais inventer, non, Victor Hugo est décédé donc c'est possible, mais que par exemple il y a un grand Manitou, un grand maître absolu à côté de vous qui me dit de vous dire que je sais pas, faut absolument aller vous acheter un pull noir. Voilà, c'est pas
Pas de choses, voilà. Parce que nous, on a ouvert le débat avec le psychiatre. Ben, je venais pour ça, hein. Il fallait bien que j'en ai pour mon argent. Si vous étiez normalement, par ailleurs, tout à fait adapté aux réalités quotidiennes, vous ne pouviez pas être schizophrène. Mais oui, c'est là. C'est ce qui m'a expliqué. Qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? C'est la perte du contact avec Avec de la réalité, oui. Qui donc? Ah, j'ai cru les psys. Les entités, est-ce que je les vois? Parfois, elles se montrent. Ou des fois, ils me font voir aussi des images. J'ai demandé aussi, alors vous m'excuserez pour tout à l'heure, mais depuis 2 mois, c'est peut-être une bêtise que j'ai faite du coup, j'ai demandé aux suicidés de ne plus me faire voir les derniers moments, enfin leur façon de départ. Et du coup, maintenant, c'est que je ne sais plus s'ils sont partis d'un suicide ou pas, parce qu'ils sont tellement gentils aussi de l'autre côté que voilà. Mais non, j'entends plus que je ne vois, on va dire. Alors, mon papa, il est très occupé, semblerait-il. Et d'après ce que j'ai su, parce que comme je vous disais, hein, j'avais besoin de vérifier par d'autres médiums qui ne connaissaient pas ma vie personnelle, il semblerait qu'ils soient dans la lumière. Et tous, mais alors tous, hein, ils sont unanimes, j'en ai vu 4 différents, à des moments différents voilà, depuis les 10 dernières années, me disent tous qu'ils travaillent dans un hôpital. Tout le temps, ça revient. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est le point commun. Donc après, on n'en tient pas encore un dialogue, lui et moi. J'accepte qu'il soit présent, parce que j'aurai constamment besoin de vérifier. En tant que médium aussi, quoi. Un cordonnier, c'est plus ma chaussée. Mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Voilà, comme je lui ai dit ce matin, tu as intérêt à venir et puis bien m'aider pour la conférence. Voilà.